Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à Los Angeles, Californie, où nous découvrons la vie de Pamela Fayed, affectueusement surnommée Pam. Née le 31 août 1963 à Salt Lake City, Utah, Pam était connue pour sa générosité et sa gentillesse. Elle grandit dans une famille aimante avec ses 3 frères et sœurs. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Pam rencontra un homme avec qui elle eut sa première fille, Désirée. Malheureusement, leur relation ne dura pas, et Pam devint mère célibataire, élevant sa fille seule. En 1989, elle fonda sa propre entreprise dans l'industrie de la bijouterie, devenant une femme d'affaires prospère. Partout où elle allait, elle apportait une atmosphère positive et agréable. Cependant, sa vie personnelle n'était pas sans défi. Pam rencontra James Fayed, un électricien ambitieux. Leur relation évolua rapidement, et en 1998, ils eurent une fille, Janet. 5 mois plus tard, ils se marièrent à Las Vegas. James était un mari dévoué et un père aimant, acceptant Désirée comme sa propre fille. Malgré leur amour, le couple fit face à des difficultés financières après la naissance de Janet. Pam dut demander de l'aide au Fonds de protection sociale, tandis que James travaillait sans relâche, prenant des heures supplémentaires et acceptant de grosses commandes qui l'éloignaient souvent de la maison. En 2000, leur situation changea lorsqu'ils décidèrent de créer ensemble l'entreprise Goldfinger Coin and Bullion, ou simplement Goldfinger. Spécialisée dans les métaux précieux, leur société connut une croissance régulière et lança même une boutique en ligne avec des bureaux situés en Californie. Grâce à leur détermination et à leur travail acharné, Pam et James surmontèrent leurs difficultés et bâtirent une entreprise florissante. Les bureaux de Goldfinger étaient situés en Californie, tandis que l'organisation elle-même était enregistrée au Panama. Pam occupait le poste de vice-présidente et James celui de président. Ils commencèrent à acheter des bijoux en or et des objets de collection tels que des pièces de monnaie, qu'ils revendaient ensuite à un prix plus élevé. Cela leur permit de constituer un capital de départ et d'augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. En essence, ils fonctionnaient comme une sorte de prêteur sur gage, acceptant de l'or de la part des clients, le stockant et émettant des prêts avec intérêt. Lorsque les clients remboursaient, ils récupéraient leurs objets de valeur. Pendant cette période, le prix de l'or augmenta considérablement. Outre Goldfinger, James et Pamela avaient également une société associée à leur nom, E-Bullion Company, qui était constituée au Panama mais avait ses bureaux en Californie. Incorporée en 2000 et lancée le 4 juillet 2001, E-Bullion était une monnaie d'or numérique basée sur Internet, permettant aux particuliers d'effectuer des transferts instantanés d'or et d'argent. Après avoir transformé leur jeune entreprise de pièces de monnaie en un empire du commerce de l'or en seulement quelques années, ils trouvèrent une stabilité financière. En 2008, Pam et James avaient accumulé des réserves importantes de métals précieux, dont la valeur avait considérablement augmenté, tout comme leur richesse. Bien que le couple possédât des biens coûteux, ils n'exhibaient pas leur richesse. Leur succès financier permit à Pam et James d'acquérir plusieurs propriétés, dont une résidence à Camarillo et un immense ranch de plus de 200 acres à Moore Park, qu'ils baptisèrent Happy Camp Ranch. Au début, leur relation était empreinte d'amour, mais avec le temps, James s'éloigna de Pam. Après le succès de leurs affaires, James devint avare et renfermé, et même Pam reconnut qu'il n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Parallèlement, la santé de James se détériora en raison de l'arthrite rhumatoïde, ce qui affecta sa capacité à gérer les affaires. En avril 2007,
Pam apprit par son amie Carol qu'elle travaillait sans la licence appropriée pour ses activités commerciales. Déterminée à rectifier cette situation, Pam décida d'obtenir tous les documents nécessaires, malgré le coût élevé de la licence. James s'opposa fermement à cette démarche, mais Pam insista, souhaitant travailler légalement et éviter tout problème avec la loi. Les tensions entre les époux s'intensifièrent, atteignant un point critique. En octobre 2007, après 9 ans de mariage, James demanda le divorce. Il tenta d'empêcher Pam d'accéder à l'entreprise familiale pour qu'elle ne puisse pas poursuivre le processus de licence. De plus, Pam fut bannie des bureaux de l'entreprise et sa fille Désirée fut licenciée après plusieurs années de travail dévoué. Pam et James ne parvenaient pas à s'entendre sur la répartition des comptes bancaires qui contenaient plus de 12 millions de dollars. James réussit à refuser à Pam l'accès aux actifs de l'entreprise, ce qui porta un coup dévastateur à celle-ci. Malgré sa richesse, Pam dut emprunter de l'argent à ses proches pour engager un avocat. De plus, James coupa tous les contacts de Pam avec les partenaires commerciaux. Pam apprit que les activités de l'entreprise étaient sous surveillance fédérale et que des enquêtes étaient en cours concernant des fraudes financières. Les agences gouvernementales découvrirent que des millions de dollars étaient blanchis chaque année par le biais de l'entreprise. Pam voulait aider à rétablir la justice, mais la perte d'accès aux actifs de l'entreprise familiale et l'interdiction de poursuivre les activités rendaient cela pratiquement impossible. Heureusement, après des procédures judiciaires controversées, la propriété de l'entreprise par Pam fut reconnue, ce qui lui permit d'obtenir ce qui lui revenait de droit. Le 28 juillet 2008, James et Pam rencontrèrent leurs avocats pour résoudre les problèmes existants dans le bâtiment Century Park East à Los Angeles, Californie. L'enquête fédérale était toujours en cours. Les 2 réunions avec les avocats étaient prévues dans des bureaux situés au-dessus du parking. James communiqua avec son avocat de 15h30 à 18h30, tandis que Pam avait une conversation avec son avocat à proximité. Après la fin de la réunion, elle retourna à sa voiture, garée au 3e étage du parking. Au même moment, un cri perçant retentit dans le parking du bâtiment. Plusieurs personnes réagirent immédiatement et se précipitèrent pour aider. Un témoin aperçut un homme qui disparut en un instant en sautant dans un SUV rouge. Une femme gisait dans une mare de sang. Le témoin, choqué par l'état de la victime, remarqua que ses yeux suppliants étaient la seule partie de son corps non couverte de sang. Malgré ses blessures graves, la femme parvint à se lever, tendit la main et demanda de l'aide avant de perdre connaissance. Les témoins appelèrent les services d'urgence et la police. Vers 19h25, le personnel des services spéciaux arriva au 3e niveau du parking, où la victime avait été attaquée et grièvement blessée par plusieurs coups de couteau. Lorsque les médecins arrivèrent, la femme était déjà inconsciente, reprenant conscience puis la perdant à nouveau en raison de la perte de sang importante. Les médecins lui prodiguèrent les premiers soins et la transportèrent d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais il était déjà trop tard. Elle décéda en route. La police de Los Angeles lança immédiatement une enquête et interrogea le premier témoin. Celui-ci décrivit un homme grand et mince, vêtu d'un jean et d'un sweat à capuche noire tiré sur son visage. L'homme disparut en quelques secondes, après le cri de la victime, mais c'était suffisant pour lui infliger des blessures mortelles. Le témoin ne put décrire en détail le visage du tueur, car il ne l'avait vu qu'un instant. Grâce aux images des caméras de surveillance du parking, les paroles du témoin furent confirmées. Le suspect avait effectivement fui dans un SUV rouge. La victime fut identifiée comme étant Pamela Fayed, âgée de 44 ans. Elle avait subi de nombreuses blessures par arme blanche à la tête, au cou et à la poitrine, ainsi que des blessures défensives sur les mains. La blessure profonde à l'avant du cou s'avéra fatale. Il n'y avait aucun signe de vol. Tous les effets personnels de la victime restèrent à côté d'elle, indiquant que l'attaquant n'avait qu'un seul but, la tuer. Les forces de l'ordre commencèrent à examiner les circonstances qui auraient pu mener à cet événement tragique. James Fayed, l'ex-mari de Pamela et ses proches, furent les premiers informés de sa mort. Souvent, le coupable se trouve parmi le cercle le plus proche. Par conséquent, James fut convoqué pour un interrogatoire.
Cependant, il ne ressemblait en rien à la personne capturée par les caméras de surveillance dans le parking. Lors de l'interrogatoire, James nia toute implication dans le meurtre de son ex-femme. Il affirma que, malgré leur désaccord, il n'avait aucune intention de lui nuire. James insista sur le fait qu'il était dans son bureau avec son avocat au moment du crime. Son alibi fut confirmé par l'avocat et par de nombreux enregistrements des caméras de surveillance. La police, cherchant à découvrir qui d'autre pourrait être un ennemi de Pam, continua à interroger James. Il nia que Pam ait eu des conflits avec des partenaires commerciaux. Bien que Pam n'ait aucun lien avec le monde criminel, la nature du crime semblait indiquer le contraire. James se comportait étonnamment calme, ce qui parut étrange aux enquêteurs. S'il n'était vraiment pas impliqué et n'avait aucune idée de qui avait tué son ex-femme, il aurait dû être inquiet de pouvoir devenir la prochaine victime. Cependant, James ne semblait pas du tout préoccupé par cela. Les enquêteurs étaient convaincus de son implication, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Par conséquent, James, principal suspect, fut libéré. Les enregistrements des caméras de surveillance du parking, y compris celles extérieures, furent récupérés par la police. Ils permirent de suivre les mouvements du criminel et du SUV rouge. Les images révélèrent quelque chose d'inhabituel. James, quittant le bâtiment, se comportait de manière étonnamment calme, même trop calme compte tenu de l'agitation autour. Pendant ce temps, les enquêteurs continuèrent à analyser les enregistrements vidéo. Il devint évident que Pam était tombée dans un piège lorsqu'elle s'approcha de sa voiture. Un SUV rouge suspect s'approcha et s'arrêta dans la voie voisine. Dès que Pam sortit les clés de son sac à main et essaya de monter dans la voiture, l'attaquant sauta et l'attaqua avec un couteau, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Le tueur, beaucoup plus grand et plus lourd que sa victime, attaqua sournoisement par derrière. Selon les experts médico-légaux, l'attaque dure de 1 à 3 minutes. Le coup à la gorge fut fatal et Pam mourut en seulement 3 à 4 minutes avant même l'arrivée de l'ambulance. Le numéro de plaque d'immatriculation du SUV fut retrouvé. Il s'avéra que le véhicule avait été loué auprès d'une des sociétés de location les plus connues de la ville. Bien que la voiture ait subi un nettoyage minutieux avant d'être retournée, les experts médico-légaux réussirent à détecter des traces de sang dans les crevasses de la garniture du siège arrière, d'où le criminel avait attaqué. L'agresseur avait sauté du siège arrière en laissant la porte ouverte et des gouttes de sang avaient pénétré à l'intérieur de la voiture. Les caméras de surveillance révélèrent que 3 personnes se trouvaient dans la voiture avant et après l'attaque. En comparant les empreintes digitales recueillies dans le véhicule avec les bases de données existantes, les enquêteurs purent identifier les tueurs présumés, José Moya, Gabriel Marquez et Steven Moya. Parmi eux, seul José connaissait personnellement James et Pam depuis plusieurs années. Il avait été embauché pour travailler au ranch de la famille Fayed, où il aidait aux tâches ménagères et vivait dans une maison d'hôte sur le domaine. De plus, José entretenait une relation avec la sœur de James, Mary. Cette découverte ajouta une nouvelle dimension à l'enquête, établissant un lien direct entre James et l'un des suspects. José ressemblait beaucoup au tueur capturé par les caméras de surveillance dans le parking. Les enquêteurs eurent accès aux relevés téléphoniques et aux données GPS des suspects. Les téléphones portables de Gabriel et Steven signalés près de la tour cellulaire la plus proche au moment du meurtre, située à seulement 100 mètres du parking. Ils réussirent également à obtenir des messages textes échangés entre James et José, bien que le contenu exact ne pût être établi car la correspondance avait été modifiée. À cette époque, la police n'avait pas encore les capacités techniques pour les restaurer. L'échange de messages pouvait facilement être expliqué par des discussions sur les travaux au ranch. Des preuves plus substantielles étaient nécessaires pour traduire les tueurs et celui qui les avait engagés en justice. Dès que l'enquête officielle sur les activités de Goldfinger commença, les agences de la loi identifièrent rapidement un motif probable pour le crime. Le FBI et le service des impôts découvrirent 2 schémas de blanchiment d'argent. L'entreprise de bijouterie était liée à une autre société par laquelle des dizaines de millions de dollars obtenus par des moyens criminels étaient blanchis. Bien que la bijouterie elle-même ne soit pas directement impliquée dans la fraude financière, son implication permit de faire pression sur James.
Il recevait des bénéfices significatifs des activités illégales en utilisant l'entreprise de sa femme. Étant donné le manque de preuves directes de l'implication de James dans le meurtre, il fut accusé de fraude financière, ce qui permit de restreindre son accès à toute transaction financière et d'effectuer un audit approfondi des activités de la bijouterie. Il devint clair pourquoi James s'opposait si résolument à la licence des activités initiées par Pam. Cela ouvrait un accès complet au dossier financier de l'entreprise, exposant automatiquement toutes ses machinations. Lorsque James réalisa qu'il ne pourrait pas arrêter Pam, il provoqua plusieurs querelles sérieuses, essayant d'intimider et de briser moralement sa femme pour préparer le terrain à un futur divorce. Malgré sa force, Pamela était déprimée par les changements survenus chez son mari. Des questions se posèrent également au sujet de José, qui vivait sur le domaine des Fayed. José était devenu une personne de confiance des propriétaires de l'entreprise, autorisé même à transporter de l'or. Tout le monde le décrivait comme un homme bienveillant et positif. Un mois après la mort de Pam, il fut accusé de meurtre prémédité. Bien sûr, José n'avoua pas le crime. Pour le mettre derrière les barreaux, il fallait plus que de simples enregistrements de caméras de surveillance. James fut accusé de mener des activités financières illégales. Il fut découvert que Pam n'avait pas commencé à obtenir une licence et à payer les frais par hasard. Le FBI l'avait contacté avant le meurtre et elle avait appris les fraudes financières de son mari. Les agents confirmèrent que Pam était prête à coopérer avec l'enquête, bien qu'aucun accord officiel n'ait été conclu. Une réunion avec un agent était prévue, mais elle n'eut jamais lieu. Pam fut tuée avant. Lors de cette réunion, Pam devait recevoir des preuves irréfutables des crimes de James, qui avait utilisé l'entreprise familiale pour s'enrichir illégalement pendant de nombreuses années. Les enquêteurs étaient convaincus que James avait appris cela. Après, il est devenu clair pour lui que son ex-femme avait l'intention d'interférer avec ses activités illégales. C'était un motif fort pour organiser le crime et éliminer la personne qui pouvait se mettre en travers de son chemin. Le 1er août 2008, James, âgé de 45 ans, a été arrêté dans son propre ranch. L'arrestation a été effectuée par des agents du FBI. James a immédiatement demandé son avocat et a continué à prétendre qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a nié toute implication dans une activité criminelle, se référant à sa femme qui avait été à l'origine de l'entreprise et supposément c'était elle qui avait violé la loi. Quelque temps après cela, James a été accusé du meurtre de son ex-femme. Malgré cela, James a nié sa culpabilité de toutes les manières possibles. Selon lui, sa femme était plus précieuse pour lui vivante. La mort de Pamela permit d'éviter les poursuites et la nécessité de partager les biens, mais il semblait impossible de prouver cela à ce stade de l'enquête. Tous les enregistrements de conversations téléphoniques et de correspondances entre les criminels avaient été détruits. Étant donné la connexion entre le présumé auteur et le client, les juges pourraient rejeter les arguments de l'accusation. De manière inattendue, le 9 septembre 2008, un agent du FBI reçut des informations selon lesquelles un prisonnier nommé Smith voulait parler à la police. Smith, le compagnon de cellule de James, croyait que celui-ci était impliqué dans le meurtre. Pour obtenir des preuves irréfutables, il accepta de porter un équipement d'écoute spécial après son retour dans sa cellule. En échange, Smith espérait recevoir une peine moins sévère pour ses infractions. Il fut équipé de tout le nécessaire et ce soir-là, il entama une conversation franche avec son compagnon de cellule. Tout cela fut secrètement enregistré et devint une preuve précieuse de la culpabilité de James. James avoua ouvertement à Smith qu'il avait organisé le meurtre de son ex-femme. Il incita José à le faire en lui offrant 25 000 $. Il s'avéra qu'après cela, il prévoyait d'engager un tueur à gages pour éliminer l'auteur et couper le seul lien qui le reliait à la mort de Pamela. José devait mourir pour ne pas pouvoir témoigner contre lui. Lorsque James était en train de divorcer de sa femme, le plan de meurtre mûrissait. Après la dissolution du mariage, à la suite de laquelle Pamela reçut $1 million, James devint fou de rage et se tourna vers son employé.
José accepta d'exécuter l'ordre et, à son tour, engagea 2 autres complices. À tous égards, José avait peur d'attaquer Pam seul. Ainsi, 3 hommes se mirent en route pour tuer une femme. James regrettait que les criminels se soient révélés être à courte vue et se soient montrés devant des témoins et des caméras dans une voiture brillante et visible. Facile à suivre, bien qu'il leur ait recommandé de tout faire discrètement dans un autre endroit. James essayait de mettre de l'ordre et de couvrir toutes les traces pour ne pas finir dans le couloir de la mort. La fille de Pamela, issue de son premier mariage, Désirée, parlait avec enthousiasme de quel homme merveilleux James était au début de sa relation avec sa mère. Il avait vraiment réussi à devenir un vrai père pour elle. Elle en était reconnaissante pour cela. Bien sûr, après cette tragédie, ses sentiments disparurent sans laisser de traces. En 2011, les audiences du tribunal commencèrent dans l'affaire du meurtre de Pamela. De nombreux témoins témoignèrent au procès, y compris la sœur de l'accusé, Mary, qui sortait avec José. La jeune femme admit que son frère avait déjà essayé de l'impliquer dans la planification du crime, mais elle avait refusé. Mary se tourna vers l'autre sœur de James, Patty. Elle proposa au mari de Patty, qui était officier de police dans l'État du Wyoming, de commettre un meurtre contre une récompense. Patty fut choquée par cette offre et s'y opposa fermement. Après une réaction orageuse et une attitude négative de la part de Patty, Mary déclara que c'était une blague et demanda de ne dire à personne leur conversation. L'avocat de James fit tous les efforts pour justifier son client et le montrer sous son meilleur jour, mais dans la situation actuelle, c'était extrêmement difficile. En fait, personne ne parlait de lui positivement. James était décrit comme une personne au caractère désagréable, bien que travailleuse, très dure et colérique, surtout après l'apparition de la maladie. Finalement, le bureau du procureur réussit à prouver la culpabilité de James, qui avait tué sa femme avec les mains d'autres personnes. Le jury le reconnut coupable de meurtre au premier degré ainsi que de complot en vue de commettre un meurtre. James fut condamné à mort. Son avocat déposa de nombreux appels, mais ils furent tous rejetés. Actuellement, James Fayed est à la prison d'État de San Quentin en attente d'exécution. José et ses complices furent reconnus coupables de meurtre prémédité et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. $17 millions des comptes de Goldfinger furent restitués aux victimes des actions frauduleuses de James. Enfin, James fut accusé non seulement de meurtre, mais aussi de l'utilisation illégale de l'entreprise et des biens de sa femme à des fins de blanchiment d'argent. L'enquête réussit à découvrir tout le schéma criminel. Le retour des fonds devint possible grâce à plusieurs propriétaires de comptes étrangers, parmi lesquels se trouvaient des citoyens des États-Unis, d'Australie et du Canada. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.